Mesdames et messieurs, chers acteurs territoriaux, bonjour. Bienvenue au sein de la plateforme des acteurs de la coopération territoriale. Nous vous proposons aujourd'hui la troisième session de formation inscrite au sein de la PACT. Cette session de formation va tourner autour de l'exploitation gazière et de la compétitivité économique territoriale au Sénégal et sera présentée par votre serviteur, M. Papa Abdoulaye Diop, que je suis, docteur en économie des ressources naturelles et de l'environnement et spécialiste des questions de risques émergents. Pourquoi nous avons choisi ce sujet? C'est parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est passé de statut de pays non producteur à statut de pays producteur de ressources fossiles. Effectivement, des réserves de pétrole ont été trouvées dans le pays. Les premières recherches datent du début des années 1960, mais les premières découvertes sensibles qui permettent au pays de franchir le cap de pays non producteur à pays producteur ont eu lieu au début de la décennie dernière. Alors, certaines quantités de pétrole ont été découvertes au large des côtes sénégalaises, notamment au niveau de la zone de Sangomar, qui est une zone côtière au niveau du territoire sénégalais. Des réserves de gaz également ont été découvertes au niveau de la frontière sénégalo-mauritanienne, faisant passer le Sénégal ainsi de pays non producteur de ressources fossiles à pays producteur de gaz et de pétrole. Les principaux acteurs qui évoluent actuellement dans le secteur pétrolier au Sénégal sont Petrosen, qui est la société des pétroles du Sénégal, et qui est chargé de gérer les activités pétrolières et gazières au Sénégal. Il y a également Woodside Energy, qui est une compagnie australienne dont la participation est très importante dans le projet de gaz naturel liquéfié de Sangomar. Il y a Kero Energy, qui est une société pétrolière basée au Royaume-Uni, impliquée dans le projet Sangomar. Il y a Cosmos Energy, qui est une société pétrolière américaine, qui est l'une des actrices majeures dans la découverte des gisements de pétrole et de gaz au niveau des côtes sénégalaises. Total Energy également est présente. C'est une très grande compagnie qui fait partie des 5 majors. Total Energy est très présente au niveau du projet GTA, qui est le projet Gaz Tortue Aïmeim, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Enfin, il y a également BP British Petroleum, qui est également partie prenante au niveau de ce projet GTA. Nous avons vu dans les 2 slides précédents en quoi tourne la productivité gazière pétrolière sénégalaise. Nous avons vu quels sont les acteurs majeurs, nous avons vu quelles sont les réserves de gaz et de pétrole. Nous allons maintenant regarder avec vous en quoi consiste la notion de compétitivité économique territoriale. Elle consiste en la capacité d'un territoire à attirer des investissements, à soutenir la croissance économique et à améliorer le bien-être des citoyens en créant un environnement favorable aux entreprises. Quels sont les piliers de la compétitivité économique territoriale? Les principaux piliers de la compétitivité économique territoriale sont l'infrastructure et la connectivité. Pour qu'un territoire puisse avoir une compétitivité économique territoriale évidente, il faut que ce territoire soit connecté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des infrastructures routières, des infrastructures de transport qui permettent à ce territoire d'être connecté en interne, mais également d'être connecté aux autres territoires. Un autre pilier de la compétitivité économique territoriale et l'éducation et la formation. Pour qu'un territoire puisse avoir une compétitivité économique territoriale, il lui faut un bassin de formation et d'éducation en mesure de pouvoir permettre à toutes les ressources humaines d'être bien formées pour répondre aux attentes des entreprises qui sont présentes sur ce territoire. Un autre pilier de la compétitivité économique territoriale est l'innovation et la recherche. L'innovation et la recherche sont des piliers fondamentaux de cette compétitivité économique territoriale parce qu'elles sont sources de valeur ajoutée. Enfin, le soutien aux entreprises économiques également permet à un territoire de développer une forme de compétitivité parce que plus les entreprises qui sont sur un territoire sont soutenues et accompagnées dans leur processus de maturation et de développement, plus ces entreprises sont susceptibles de générer de la valeur ajoutée qui sera captable localement. Cette compétitivité économique territoriale génère des impacts positifs sur les territoires. Elle permet d'abord de créer des emplois au niveau local, elle permet de stimuler l'investissement qui est générateur d'emplois, elle permet de réduire la pauvreté qui est un facteur important dans la lutte contre les inégalités sociales. Et enfin, elle permet, cette compétitivité économique territoriale, une amélioration des infrastructures présentes sur un territoire. La notion de compétitivité économique territoriale étant abordée, la notion de production pétro-gazière étant abordée, la question maintenant que nous allons chercher aujourd'hui à
apporter une réponse pour vous, c'est quelles sont les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales sénégalaises dans le cadre de l'exploitation pétro-gazière dans le pays. Pour répondre à cette problématique, nous vous proposerons un plan d'études. Donc, il y a l'introduction que nous venons d'aborder. Ensuite, nous allons voir quel est le contexte économique et social actuel au Sénégal. Nous aborderons ensuite la notion de contenu local dans l'industrie pétro-gazière. Puis, nous verrons le rôle des collectivités territoriales. Ensuite, nous étudierons un cas d'étude d'une collectivité territoriale qui fait face à une exploitation pétro-gazière et quels sont les mécanismes qui permettent à cette compétitivité économique territoriale de tirer profit de cette exploitation gazière. Nous verrons ensuite les opportunités et les défis auxquels les collectivités territoriales sont confrontées face à la production économique et gazière. Et nous finirons par des conclusions qui consisteront en des recommandations. Quel est le contexte économique et social au Sénégal? Les principaux indicateurs économiques et sociaux au Sénégal montrent que le PIB du pays est de 24,7 milliards de dollars américains. La croissance économique du pays avait été évaluée en 2020 à moins 0,7%, le Covid étant la cause principale. Mais depuis 2020, 2021 et 2022, la croissance économique a rebondi pour aller entre 5 et 7%. Le taux de chômage du pays en 2020 était d'environ 7,5% de la population active. L'inflation était assez maîtrisée, en dessous de 2%, était établie à 1,4% exactement. L'indice de développement humain plaçait le Sénégal à un rang intermédiaire avec un indice de développement humain de 0,512. Le taux d'alphabétisation du Sénégal était de 51,9% pour la population âgée de 15 ans et plus. L'accès à l'eau potable était d'environ de 82% pour la population sénégalaise avait accès à l'eau potable en 2020. Le taux de pauvreté était évalué à 38,7% de la population, qui était en dessous du seuil de pauvreté. Maintenant, après avoir regardé ensemble le contexte économique et social dans lequel le Sénégal évolue, nous allons regarder la place du contenu local dans l'industrie gazière. Quelle est la définition du contenu local dans le contexte pétro-gazier? Le contenu local peut être défini comme la proportion ou la valeur de biens et de services ou de main-d'œuvre et de ressources qui sont fournis par les entreprises, des travailleurs, des fournisseurs locaux dans l'industrie pétrolière et gazière. L'objectif du contenu local, en réalité, c'est de promouvoir le développement économique et social en favorisant la participation des entreprises et de la main-d'œuvre locale dans les projets pétroliers et gaziers. Ce contexte économique local dispose de plusieurs composantes. Une composante est l'environnement local, notamment en termes d'emploi. Une deuxième composante est qu'elle permet de développer, le contenu local permet de développer la formation et le développement des compétences. Une troisième composante est qu'il permet le transfert de technologies, qui est un élément important quand même pour les entreprises locales. Et la quatrième composante du contenu local qui est très intéressante, c'est qu'elle permet le développement de l'industrie locale. Maintenant, quel est le rôle des collectivités territoriales? La décentralisation au Sénégal est un processus par lequel le gouvernement central transfère des pouvoirs et des responsabilités aux collectivités locales, y compris les régions, les départements et les communes. Quelques points clés sur la décentralisation au Sénégal et son importance. Cette décentralisation permet une gestion des conflits, une gestion des ressources locales. Elle permet en réalité, à travers cette gestion des ressources locales, une meilleure utilisation plus efficace et plus équitable, disons, des ressources locales. La décentralisation permet un développement local parce qu'elle permet en réalité de décentraliser la prise de décision au niveau le plus basique. Cette décentralisation permet une réduction des inégalités, elle permet également une diversité culturelle et enfin, elle permet un développement des services publics de proximité. Comment les collectivités territoriales peuvent-elles participer au renforcement du contenu local? À travers plusieurs dispositifs. D'abord par la formation et le développement des compétences locales. Ensuite, par la création de partenariats locaux. Cela suppose que les collectivités territoriales peuvent amener les entreprises pétro-gazières à développer des partenariats avec les entreprises locales. La promotion de l'emploi local, le développement de l'infrastructure locale, c'est-à-dire que les collectivités territoriales qui veulent
développer le contenu local des entreprises pétrogazières, doivent amener un peu le territoire à être, je l'avais abordé tout à l'heure, avoir des infrastructures de qualité, parce que plus les infrastructures seront de qualité, plus les entreprises pétrogazières seront enclines à augmenter leur investissement sur le territoire. Enfin, un autre dispositif est la participation communautaire, c'est-à-dire inciter les organisations communautaires de base à s'impliquer dans la gestion des ressources locales. Slide. Les dispositifs qui permettent aux collectivités territoriales de développer le contenu local peuvent également tourner autour de la promotion de la transparence. Cela suppose de garantir que les contrats et les accords entre les entreprises pétrolières et gazières et le gouvernement soient transparents et accessibles au public. Un autre dispositif est la protection de l'environnement. Il faut que les collectivités territoriales puissent amener les entreprises pétrogazières à mettre en place des dispositifs de protection de l'environnement dans leurs activités, amener les entreprises pétrogazières à développer des activités productives qui sont très peu génératrices de détérioration de l'environnement. La fiscalité et les redevances locales sont un autre dispositif des collectivités territoriales pour amener les entreprises pétrogazières à développer le contenu local. Parce que tout simplement, s'il y a des facilités, ou en tous les cas des politiques de défiscalisation qui sont proposées au niveau local aux entreprises pétrogazières lorsqu'elles augmentent leur contenu local, cela incite ces entreprises à aller dans ce sens. Enfin, un autre dispositif est la sensibilisation et l'éducation, parce que plus les populations seront sensibilisées et éduquées sur la transparence, sur l'inclusion, sur la participation, plus les entreprises pétrogazières seront amenées à devoir prendre en compte les aspirations des populations dans leurs activités productives et donc amenées à augmenter la place du contenu local dans leurs activités. Maintenant, nous avons beaucoup parlé de théorie. Nous avons abordé la question de la production pétrogazière, nous avons abordé la place des collectivités territoriales, nous avons vu comment les collectivités territoriales peuvent amener les entreprises pétrogazières à augmenter le contenu local dans leurs activités. Nous avons vu quels sont les mécanismes qui permettent un peu à ces entreprises d'influer sur la place que les entreprises pétrogazières accordent au contenu local. Nous allons voir un cas pratique. Ce cas pratique, nous allons nous intéresser à une entreprise qui n'appartient pas au monde de l'industrie pétrogazière, mais qui est une entreprise extractive, parce que, je le rappelle, le Sénégal est un nouveau pays pétrogazier, ce qui suppose que des entreprises pétrogazières installées durablement et qui peuvent avoir un contenu local n'existent pas. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle une étude par analogie, en regardant le cas d'une entreprise extractive qui est présente au Sénégal depuis un siècle et dont les activités s'exerce à travers la présence d'un contenu local. Il s'agit de la Sococim. La Sococim est une entreprise extractive spécialisée dans la production de ciment et qui est installée à Rufisque, qui est dans la grande banlieue dakaroise. Au niveau des recettes fiscales locales, ce que nous avons remarqué, c'est que les activités de la Sococim génèrent des recettes fiscales pour la mairie sous forme d'impôts et de taxes. Ces recettes fiscales locales permettent le financement de divers projets et services municipaux tels que la construction et la rénovation d'infrastructures, l'amélioration des services publics et le développement de la ville de Rufisque en général. L'activité de la Sococim également a un impact au niveau de l'investissement dans l'infrastructure locale. En effet, des accords avec les autorités locales ont été établis entre la Sococim et la ville de Rufisque pour investir dans des projets d'infrastructure. Ces investissements incluent la rénovation de routes, la construction de ponts, la mise en place d'installations d'assainissement et d'autres améliorations qui profitent à la ville de Rufisque. Slide. De même, nous voyons que la présence de la Sococim au niveau de la ville de Rufisque est génératrice d'emplois. Aujourd'hui, ces emplois sont soit directs, soit indirects, mais de nombreuses entreprises de la vieille ville, comme on appelle communément la ville de Rufisque aujourd'hui, voient leurs activités tourner autour de l'activité principale de la Sococim d'extraction de ciment. La présence de la Sococim également permet à la ville de Rufisque d'avoir un certain développement économique comparativement aux autres villes ou en tous les cas aux autres territoires de la banlieue dakaroise. La croissance de l'industrie du ciment grâce à Sococim, par exemple, a stimulé l'économie locale en améliorant la demande de biens et services. Cela a créé des opportunités pour les entreprises locales, y compris celles qui fournissent des services de soutien à l'industrie locale, comme je l'ai rappelé tantôt.
La SOCOCIM également participe très fortement au niveau de la ville de Rufisque à des projets communautaires, à des projets sociaux, à des projets éducatifs, mais également à des projets culturels. Maintenant, quelles sont les opportunités et les défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales pour augmenter la part du contenu local dans l'industrie pétro-gazière? Il est clair que l'exploitation pétro-gazière peut offrir plusieurs opportunités économiques aux collectivités territoriales sénégalaises. Parmi ces opportunités, nous retiendrons les revenus fiscaux et redevances. Nous avons vu tout à l'heure avec le cas pratique de la SOCOCIM que la présence d'une industrie extractive dans un territoire peut générer des ressources fiscales additionnelles pour une collectivité territoriale. Une autre opportunité est la création d'emplois. Nous l'avons vu en théorie, mais nous l'avons vu également en pratique avec la SOCOCIM de Rufisque, que la présence d'une industrie extractive génère des emplois qu'on appellera des emplois territoriaux, parce que c'est au niveau du territoire dans lequel l'industrie est installée que ces emplois sont créés, que ce soit des emplois directs ou des emplois indirects. Une autre opportunité générée par la présence d'industries extractives pétro-gazières, par exemple, tourne autour du développement des infrastructures. Plus les industries pétro-gazières s'installent sur un territoire, plus aujourd'hui on remarque que ces industries pétro-gazières investissent dans le développement des infrastructures territoriales parce qu'il est dans leur intérêt que le territoire sur lequel elles s'installent puisse avoir des infrastructures développées pour que leurs activités productives puissent en tirer avantage. Une autre opportunité est le développement des compétences. Lorsque une industrie extractive s'installe sur un territoire, elle puise au niveau de la ressource locale, d'abord pour pouvoir un peu développer son activité. Cela incite le territoire à demander, à investir davantage dans la formation, mais cela incite également l'entreprise à investir également dans l'éducation et la formation. Ce double investissement dans l'éducation et la formation, aussi bien au niveau du territoire qu'au niveau de l'entreprise, permet donc un peu un développement des compétences au niveau local. Autre opportunité que les collectivités territoriales peuvent saisir à travers le contenu local des entreprises est la promotion du secteur des PME locales. Il y a ce que j'appelle un effet de diffusion quand une industrie extractive s'installe, parce que tout simplement, de nombreux sous-traitants se développent au niveau de nombreuses entreprises sous-traitantes se développent au niveau de l'activité principale de l'entreprise pour accompagner le système de production. Le développement de la chaîne de valeur locale également est une opportunité qui est offerte au territoire lorsqu'une entreprise extractive, qu'elle soit pétro-gazière ou autre, s'installe sur un territoire. Et cette notion de développement de la chaîne de valeur est en lien étroit avec la promotion du secteur des PME locales, parce que sur toute la chaîne de valeur de la production, aujourd'hui, ces entreprises locales pourront s'installer pour pouvoir développer des activités, notamment de sous-traitance ou de transformation de l'activité principale de l'industrie extractive. Nous avons vu quelles sont les opportunités que les collectivités territoriales peuvent tirer de la présence d'industries extractives. Quels sont les défis maintenant? On peut les citer, ils sont ça. Le premier défi, c'est la négociation de contrats équitables. Le deuxième défi, c'est la gestion environnementale. Les industries extractives sont des industries dont la production dégrade l'environnement. Il est nécessaire que cette question de la gestion environnementale soit placée au cœur de la dynamique de production de l'entreprise pour ne pas avoir de grandes dégradations de l'environnement qui sont dommageables. Troisième défi, c'est l'infrastructure et les services publics. Les collectivités territoriales doivent relever le niveau infrastructurel et le niveau de production des services publics pour pouvoir répondre aux attentes des industries extractives qui sont installées sur leur territoire. Le quatrième défi est la formation et l'emploi local. Les collectivités territoriales doivent être en mesure d'accompagner les ressources humaines locales dans le développement de leurs compétences pour pouvoir répondre aux attentes des industries extractives. Cinquième défi, c'est la transparence et la redevabilité. Cette notion de transparence et de redevabilité est intimement liée au premier défi que j'ai énoncé, c'est-à-dire la négociation de contrats équitables. Parce que si les populations locales ont l'impression qu'il y a un manque de transparence ou qu'il y a un manque d'équité, forcément il y aura des problèmes avec les industries installées. Un autre défi est la gestion des conflits fonciers. Nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des entreprises extractives qui s'installent sur un territoire, les conflits fonciers naissent du fait que ces entreprises, lorsqu'elles s'installent, d'abord leur système de production
va avoir un impact sur la disponibilité des ressources arables, mais également leur système de production va avoir des impacts environnementaux, ce qui fait que les surfaces arables peuvent diminuer, étant infectées par les dommages causés par la production. Donc cette gestion des conflits fonciers est un défi auquel les collectivités territoriales sont confrontées. Il faut qu'elles relèvent pour pouvoir tirer le maximum d'opportunités de l'installation d'une industrie extractive sur leur territoire. La diversification économique est un autre défi. Le problème avec beaucoup d'industries extractives lorsqu'elles s'installent sur un territoire, c'est qu'elles vampirisent un peu le tissu économique, ce qui fait que toute l'économie locale est orientée vers un seul métier ou vers un seul produit. S'il y a un risque de marché sur ce produit ou ce métier, ou s'il y a une baisse de la demande mondiale ou de la demande internationale sur ce produit ou ce métier, toute l'économie locale peut s'effondrer. Ce qui fait qu'il faut que la collectivité territoriale s'assure que la diversité économique, la diversité des productions soit assurée en dépit de l'installation d'une unité extractive sur leur territoire. Un autre défi est le cadre juridique et réglementaire. Il faut que la collectivité territoriale s'assure que le cadre juridique et réglementaire est favorable. Cela suppose donc d'inclure des clauses de responsabilité sociale et environnementale dans les contrats. Pour terminer, nous avons vu le cadre théorique, nous avons vu le cadre pratique, nous avons vu quels sont les défis et les opportunités auxquels les collectivités territoriales sont confrontées dans le cadre de l'exploitation pétro-gazière. Nous allons nous aventurer, si vous nous le permettez, à vous proposer quelques recommandations pour un captage optimal des opportunités offertes par les industries extractives. La première recommandation, c'est le développement d'un plan stratégique local. Cela suppose que la collectivité territoriale doit élaborer un plan de développement local qui intègre les secteurs liés aux industries extractives en mettant en place des objectifs et des indicateurs de performance. Promouvoir la transparence et la redevabilité. La collectivité territoriale doit exiger des entreprises extractives qu'elles divulguent leurs paiements au gouvernement local. Cela permettra de surveiller les revenus générés et de s'assurer que les fonds sont utilisés de manière efficace. Autre recommandation, c'est de renforcer les compétences locales. La collectivité territoriale doit former la main-d'œuvre locale pour qu'elle puisse occuper des postes dans les industries extractives, ce qui favorisera l'emploi local et la rétention de compétences. La diversification de l'économie locale est une autre recommandation que nous préconisons. Il ne faut pas dépendre exclusivement des industries extractives. Il faut que la collectivité territoriale incite l'environnement économique local à investir dans d'autres secteurs économiques pour éviter des effets négatifs d'une éventuelle chute du prix des matières premières. Recommandation également que nous préconisons, c'est la gestion environnementale et sociale. Il faut mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle pour minimiser les impacts négatifs, notamment environnementaux, de la production dans les industries extractives. Développer des infrastructures locales. C'est une recommandation forte que nous préconisons aux collectivités territoriales pour pouvoir saisir le maximum d'opportunités liées à l'exploitation pétro-gazière. Mobiliser la société civile, c'est encourager la participation active de la société civile dans la surveillance des activités extractives en créant des espaces de dialogue et de consultation. Enfin, négocier des accords équitables, ce qui doit amener les collectivités territoriales à négocier des accords équitables avec les industries extractives en veillant à ce que les communautés locales bénéficient de manière équitable des retombées économiques. Il y a également comme recommandation forte que nous préconisons la construction de partenariats locaux forts. Il s'agit de collaborer avec d'autres collectivités territoriales, organisations non gouvernementales et partenaires au développement pour partager les meilleures pratiques et renforcer les capacités. Il s'agit également pour les collectivités territoriales de planifier la réhabilitation des sites. Les collectivités territoriales doivent anticiper la fin des activités extractives et élaborer des plans de réhabilitation de sites pour minimiser les impacts environnementaux à long terme. Promouvoir la culture de la paix et la résolution des conflits est une recommandation également que nous faisons aux collectivités territoriales qui devraient, dans ce sens, encourager la résolution pacifique des conflits liés aux industries extractives pour maintenir la stabilité sociale et économique. Nous vous remercions pour votre attention.